Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 24 décembre où l'esprit de Noël s'est installé un peu partout en Principauté. Nous recevrons tout à l'heure l'abbé Christian Venard pour nous parler de ces traditions qui nous attendent. Mais tout de suite, c'est l'information de la soirée. Après avoir annoncé samedi que le site de l'Annonciade ne pourrait pas accueillir les lycéens à la rentrée de janvier, puis contacter les résidents des immeubles voisins dans la journée d'hier, le gouvernement princier vient d'annoncer que les dernières mesures nécessitaient par précaution une évacuation immédiate. Les habitants des deux immeubles proches de l'ancien collège Charles III ont donc été déplacés cet après-midi. On va retrouver nos équipes sur place, nos envoyés spéciaux sur le terrain. Mais tout d'abord, Émilie Rousseau, vous avez assisté à la conférence de presse donnée aujourd'hui par les autorités monégasques et françaises. Alors, que peut-on retenir ? Oui, une conférence de presse pour informer des mesures et des évolutions concernant la stabilité de ce talus qui surplombe l'ancien collège Charles III. Depuis quelques jours, le gouvernement princier suit avec attention certaines données techniques et les dernières mesures concernant notamment le taux de pression sur une partie du mur de soutènement ont amené le gouvernement à procéder à l'évacuation temporaire des résidents qui sont dans le périmètre et qui pourraient être impactés. C'est une mesure de prévention, encore une fois, on a beaucoup de coefficients de marge par rapport au risque de rupture éventuelle. Toutefois, ces coefficients sont là pour que la décision et le pouvoir public puissent mettre en œuvre toute la sécurité des populations, mettre en œuvre les mesures correctives au niveau des entreprises qui y travaillent. Et donc, on est bien dans une prévention graduée. Donc, vous avez vu des premières mesures au départ avec l'interdiction d'utiliser les bâtiments parce qu'on avait atteint un premier seuil d'alerte. Aujourd'hui, cette deuxième seuil d'alerte qui n'est pas encore atteint mais qui s'approche nous invite à prendre toutes les diligences qu'il faut par anticipation, accompagner au mieux les populations, les familles. C'est une période qui est une période de fête, ce sont les fêtes de Noël. Nous avions quand même le souci de mettre tout le monde dans une situation de confort et de passer ces fêtes en toute sérénité, ne pas avoir ce risque toujours pendant, cette inquiétude lancinante dans la tête pour que les équipes puissent travailler sur le mur comme elles le font depuis samedi dernier, mais également s'assurer que tout le monde est bien où il faut en toute sécurité. Si on parle ici d'un seuil d'alerte critique, cette mesure est bien préventive. Elle a été enclenchée par la cellule de crise qui mobilise l'ensemble des départements du gouvernement princier, mais aussi la direction de la sûreté publique et la force publique. 44 personnes en principauté sont concernées par ce relogement, une quinzaine en France. Leur évacuation a eu lieu cet après-midi. Dans l'organisation, effectivement, comme il a été précisé, il s'agit de 2 bâtiments qui avaient été donc identifiés. Un recensement assez précis avait été réalisé par la direction de la sûreté publique, ce qui nous permet déjà d'emblée de savoir où sont les familles, combien ils sont et combien de personnes avaient évacué. Donc une organisation sur le terrain a été mise en place déjà par on a figé et interdit l'accès, je dirais, dans la zone par précaution toujours. On ne peut pas évacuer les gens et laisser librement circuler les véhicules et les personnes, de manière à pouvoir travailler en toute sérénité. Un binômage a été effectué avec un sapeur-pompier et un policier, de manière à pouvoir rencontrer les familles qui avaient été identifiées et les inviter, comme il avait été précisé par le courrier, je dirais, à évacuer. Donc à partir de 15h, parce que l'hôtel qui a été désigné disposera, comme il a été précisé lors de la conférence de presse, d'un accueil fait par le gouvernement, de manière à ce que ces personnes soient attendues à partir de 15h et jusqu'à 18h. Le gouvernement monégasque travaille en cohérence et en cohésion avec les autorités françaises sur ce dossier. Cette mesure s'ajoute à celle prise le 20 décembre dernier concernant la rentrée des lycéens qui se fera en distanciel le 5 janvier prochain. Un nouveau point sur la situation se fera dans les prochains jours. Merci Émilie. Les riverains des immeubles, le point du jour est Virginia Plaza et ceux des 2 immeubles du boulevard Gunnemer à Beau-Soleil, côté français, qui vont donc être accueillis dans un hôtel de la Principauté. Et on va retrouver Alexandra Pani en compagnie de Julien Logier au quartier de l'Annonciade, tout près de la zone concernée. Bonsoir Alexandra. Je me trouve actuellement avenue de l'Annonciade, dont une partie est fermée à la circulation. Derrière moi, vous apercevez le point du jour, l'un des 2 immeubles évacués sur le territoire monégasque. Un peu plus haut dans la rue se trouve le second, le Virginia Plaza. Nous assistons à un va-et-vient de véhicules et un fort sentiment d'inquiétude règne ici. Nous avons pu recueillir le sentiment de l'une des résidentes justement.
Ils nous ont demandé d'aller chercher toutes nos affaires et d'évacuer l'immeuble parce que il est en train de s'effondrer potentiellement, donc on sait pas trop, on n'a pas trop d'infos et on va aller à l'hôtel pour ce soir. J'avais rien préparé et là je vais vite prendre ce qu'il faut et on va partir. Les résidents évacués seront hébergés dès ce soir au sein de l'hôtel Méridien au Larvoto. Un service de minibus a également été mis en place pour ceux qui en auraient besoin. Merci Alexandra. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation de l'ancien collège Charles III. Le gouvernement a donc annoncé une réévaluation en début de semaine prochaine. Nous évoquerons également la rentrée des lycéens qui se fera en distanciel, puis en présentiel, dans un lieu qui devrait être connu en début de semaine prochaine également. Nous y reviendrons. Les maîtres mots de ces fêtes de Noël, plus que jamais, la solidarité et le partage. Et puis ce matin, vous étiez nombreux à effectuer vos tout derniers achats de Noël, derniers cadeaux, derniers petits détails, derniers petits plats pour votre réveillon. Fabien Bonilla était en compagnie d'Alexandra Paolini au marché de la Condamine pour ce dernier rush, Fabien. Et oui, la place d'Armes, un des points stratégiques pour faire ces emplettes pour le réveillon. Commençons par les maraîchers, nous allons voir avec eux si pour eux c'est une journée comme les autres. Ah, les mêmes produits, oui, c'est les mêmes produits. La clientèle, oui, c'est un peu plus vivant. Mais bon, c'est dommage, le temps, il s'y prête pas. C'est tout, hein, sinon c'est très bien. Hein. Passons du côté des fruits de mer, mais vous vous en doutez, c'est l'effervescence. Là, on est en plein fête de réveillon, donc il y a beaucoup de demandes aujourd'hui en plateau de fruits de mer. Énormément, ouais. Et il y a des gens qui se réveillent au dernier moment ? Beaucoup. Là, malheureusement, aujourd'hui, on est complet, donc pour les retardataires, on ne pourra pas les prendre, mais on a un autre emplacement sur Monaco aussi où on vend sur le port Hercule, donc on les dirige vers le port Hercule. Et en règle générale, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils vous prennent ? Pour les fêtes, c'est beaucoup les jolis produits, beaucoup de langoustes, de homards, des crevettes sauvages énormément, de la crevette bouquet, des huîtres bien sûr et des oursins. Et si vous êtes plus terrien, vous avez la célèbre boucherie parisienne de la place d'Armes. C'est la plus grosse journée de l'année pour nous, hein, parce que là on a une grosse clientèle de particuliers. Noël c'est vraiment la fête que tout le monde fait, c'est un regroupement familial. Donc pour nous c'est vraiment intense, c'est la plus grosse journée de l'année et puis bon, après c'est la plus sympa parce que bon, c'est festif, donc les gens sont de bonne humeur. Il y a un peu d'attente mais ça va. Qu'est-ce que vous vendez en règle générale de particulier que vous ne vendez pas les autres fois ? Volailles festives qui sont exclusivement pour Noël, le foie gras qu'on fait aussi pour Pâques. Bon, c'est vraiment c'est le repas de fête, donc essentiellement saumon fumé, foie gras, volailles festives, boudin blanc, voilà, pas des choses qu'on mange toute l'année, quoi. Mais n'oublions pas les personnes directement concernées. Les consommateurs ont-ils préparé ce réveillon de longue date ou l'ont-ils fait au dernier moment ? Non, c'est déjà tout organisé, il manque juste quelques petits détails. Vous avez préparé, il y a quelque chose de sympa qui sera sur table ? On va prendre un beau plateau de fruits de mer, parce que c'est excellent, et puis du saumon, du foie gras, enfin, le grand belle table. réveillon. Vous êtes comment au niveau de vos courses ? Vous les avez préparées longtemps à l'avance ou vous faites ça au dernier moment en général ? Non, on les a préparés depuis quelque temps. Là, on est venu récupérer les derniers fruits, les litchis, quelques huîtres et voilà. Tout est prêt ? Tout est prêt. Passez de bonnes fêtes. Merci infiniment. Bon, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Je suis encore un peu à la bourre pour mes courses. Et pour le réveillon, je vous laisse, je fais la queue. Passez de bonnes fêtes. Et ce mercredi matin, la plage du Larvoto a accueilli le traditionnel bain de Noël. Un rendez-vous désormais bien ancré en principauté, mêlant défis, convivialité et engagement solidaire. Christine da Petit-Homel, vous êtes allée au bord de l'eau, surveiller au plus près ce bain de Noël. Quelle est déjà l'atmosphère autour de vous ? Oui, malgré des températures fraîches, l'ambiance était chaleureuse ce matin sur la plage du Larvoto. Alors près de 200 courageux ont enfilé leur maillot de bain pour participer à ce fameux bain de Noël. Et si l'air était frais, l'eau affichait 16 degrés. La détermination des participants n'a pas faibli. Je suis très ami avec Pierre et après c'est pour une bonne cause et je suis adepte à les bains froids. Quindi ça me fait très plaisir d'être là cette année comme l'année dernière et comme l'année avant. Bonheur pour l'énergie positive pour la nouvelle année, pour chercher de passer du temps tous ensemble, pourquoi pas. Moi, je l'accompagne. Vous n'êtes pas assez courageux pour aller dans l'eau ? Non, Maëlle se baigne toute l'année, l'hiver. Moi, non. Je suis comme le chat.
Et pourtant, même le chat, la mascotte des lieux, était de la partie. Moi j'ai un conseil pour les gens, surtout ne venez pas. Parce que c'est le genre de truc où quand on commence, après on est obligé de venir chaque année. Et alors il y a des années plus sympas que d'autres. Non, ça, sans rigoler, vraiment venez, c'est pour une bonne action. Et c'est toujours une ambiance très sympathique. Mais en effet, on est obligé de revenir chaque année parce que sinon les autres vous disent « Ah mais tu n'étais pas là cette année ». Donc en effet, depuis 15 ans, on est là, à peu près toujours les mêmes. Et de plus en plus de monde, de plus en plus de succès. Et merci, c'est aussi grâce à vous. Vous l'aurez compris, le bain de Noël ne se résume pas à un simple plongeon. Cette année, l'événement revêtait encore une dimension solidaire. Je ne parle que aux gens en maillot. Je ne parle que aux gens en maillot. Que faites-vous habiller? Je ne suis pas assez courageuse. Pourquoi cette association cette année ? On s'ennuyait, on s'est dit tiens, et si pour la 21e fois, on invitait les gens à venir se baigner avec nous? Parce que cette année, le bain de Noël est, comme à chaque fois, au profit d'une œuvre caritative ou du moins une association de soutien. Et cette année, c'est pour Monaco Liver Disorder. Cette association qui lutte contre les maladies du foie chez l'enfant soutient depuis 14 ans la recherche médicale et accompagne les familles en créant notamment des chambres dans les hôpitaux pour permettre aux parents de rester auprès de leurs enfants. Chaque année, on soutient une association différente. On se connaît un peu tous à Monaco et généralement ce que l'on aime faire, c'est pouvoir trouver un financement pour des associations qui ne sont pas ou peu soutenues et qui ont un objectif très particulier. Donc nous généralement c'est pour aider les gens, aider les enfants et là on est sur les deux pôles. Entre rire et encouragement, petits et grands se sont donc jetés à l'eau pour la bonne cause dans une ambiance exceptionnelle. Alors elle était comment ? C'est très froid. Ça va. The water is nice, so we just it's not hot like in Spain, but it's here is nice. Maybe tomorrow we'll come back again. C'est la première fois que je participe, mais je reviendrai, j'espère. Et je pense que c'est important. Ça permet de rester en forme tout le reste de la journée. Donc c'est bien. Un bain de Noël placé sous le signe du bien-être donc, de la générosité et de la solidarité, des valeurs à partager et à célébrer en cette fin d'année. Nous vous souhaitons un joyeux Noël à tous. La magie de Noël, son esprit, son histoire, sa définition, ses traditions et son regard à travers le temps. On va l'évoquer ce soir avec le délégué épiscopal au service de la communication du diocèse de Monaco, l'abbé Christian Venard. Entretien de Noël signé ce soir Théo Schumer. Bonsoir mon père. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info à la veille de Noël. Ce soir, nous célébrons le traditionnel réveillon. Alors, reprenons les bases si vous le voulez bien, sans essayer d'être trop redondant d'année en année. Noël est souvent résumé à une fête de famille. Mais d'abord, en quelques mots simples, que célèbre-t-on vraiment le 25 décembre chez les chrétiens et catholiques, au-delà du repas et des cadeaux ? Alors, vous faites bien de préciser chez les chrétiens et les catholiques parce que déjà dans l'Antiquité romaine, on fêtait quelque chose le 25 décembre ou aux alentours, on appelait ça le Sol Invictus, le soleil invaincu, parce que à partir de cette période, le soleil à nouveau se met à reprendre sur la nuit, les jours rallongent. Alors l'Église a christianisé cette fête païenne à l'origine pour faire au milieu de l'hiver la fête du Christ qui vient nous rejoindre, de la lumière du Christ qui vient nous rejoindre. Et donc on a fixé très tôt dans l'Antiquité chrétienne la date de Noël, c'est-à-dire cette date à laquelle nous célébrons la venue en notre chair de Dieu en la personne de ce petit enfant qui naît de la Vierge Marie dans une grotte à Bethléem. Donc la fête de la Nativité, elle est venue supplanter une ancienne fête païenne pour dire que le Christ nous apporte la lumière à nous, pour citer un passage des Saintes Écritures, au peuple qui gisait dans l'ombre de la nuit est apparue une grande lumière. Alors, beaucoup disent aujourd'hui, je ne suis pas croyant, mais j'aime l'esprit de Noël. Est-ce que cet esprit peut exister sans la foi ou est-il forcément lié à la nativité ? Est-ce que dès lors qu'on aime Noël, n'importe qui peut être touché par ses valeurs finalement, même si on n'est pas transcendé par la spiritualité, pour parler trivialement ?
Alors, je crois qu'il y a deux éléments dans votre question. Il y a le premier élément, je pense que c'est toujours dommageable de séparer complètement l'esprit de Noël, de cette fête, de sa véritable origine. C'est-à-dire vraiment cette bonne nouvelle, le Christ est né, il est né pour tous les hommes, il est venu pour apporter le salut à tous. Mais évidemment, j'espère bien, et on le voit heureusement, des millions de personnes à travers le monde se laissent toucher par cet esprit de Noël sans forcément le comprendre ou sans forcément y adhérer. Et qu'est-ce que c'est que cet esprit de Noël ? À la base, pour nous chrétiens, et donc ça a irrigué toute la civilisation européenne pendant des siècles, et encore maintenant on peut le dire, et puis ça s'est diffusé dans le monde entier, c'est nous accueillons un petit enfant qui est le prince de la paix. Et c'est le moment où nous nous émerveillons d'un Dieu qui se fait proche de nous et qui nous oblige d'une certaine manière à ouvrir notre cœur, à changer un peu notre regard, parce que le salut vient d'un petit enfant. Et l'esprit de Noël, je crois que c'est vraiment ça, et c'est ce que veulent exprimer par exemple les cadeaux, les fêtes de famille. C'est un moment où on essaie de trouver un apaisement, on essaie de se dire mais quelles sont les valeurs les plus profondes qui peuvent animer ma vie. Alors pour nous chrétiens, ces valeurs, nous les tirons, ces vertus si vous voulez, nous les tirons de l'exemple même de Dieu qui se fait petit enfant pour nous. Et puis si ça peut irriguer toute la société, je pense qu'on est dans une société, dans un monde qui est en attente de paix, rien ne semble bien aller autour de nous, des tensions internationales, nationales, enfin. Et donc l'esprit de Noël, c'est ça, c'est retrouver un peu l'esprit de l'innocence, l'esprit de la paix, l'esprit du don. Alors puisqu'on est dans les symboles, est-ce que le sapin de Noël, que l'on part de boules, de guirlandes, de l'étoile au sommet, a un vrai message religieux lui aussi, ou bien ce n'est qu'une tradition païenne ? Non, ce sont toutes ces traditions qui viennent parfois de très longtemps. Vous citez le sapin de Noël qui lui est très ancien, puis il y a des traditions beaucoup plus récentes comme par exemple la guirlande, la couronne de l'Avent qui prépare Noël, la crèche qui date de l'époque de Saint François d'Assise, puis qui a trouvé des formes différentes jusqu'à nos jours. Toutes ces traditions populaires qui sont venues s'adjoindre à cette fête, je crois que non seulement elles ne nous détournent pas de l'esprit de la fête, mais elles nous invitent à y rentrer. Quand je regarde la crèche, je vois des personnages, toutes sortes de personnages, surtout si je prends une crèche provençale, il y a le meunier, il y a le boummian, il y a le gendarme, il y a tous ces personnages, et ils sont attirés par la crèche, par la grotte de Bethléem. Et d'une certaine manière, c'est un message qui est envoyé à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Laissez-vous toucher par l'innocence, laissez-vous toucher par ce Dieu qui s'est fait petit pour nous apporter le salut. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas du tout rejeter cette tradition. Ce qui est parfois un peu comment dirais-je, désagréable, c'est quand ça devient trop matérialiste. Vous voyez, pour vous donner un exemple, le calendrier de l'Avent, qui au départ est une très belle tradition, où tous les jours on ouvre, on trouve une pensée, on se dit qu'on se prépare à Noël. Bon, on voit bien ces 8-10 dernières années que ça s'est transformé en une grosse opération commerciale. Alors, à nous de ne pas nous laisser piéger par les marchands du temple, si j'ose dire. Bien justement, vous m'arrachez les mots de la bouche. Noël est devenu l'une des fêtes les plus commerciales au monde, si ce n'est la plus commerciale. Un mot là-dessus. Est-ce que le fait que le commerce et l'économie s'emparent de ce message originellement spirituel et chrétien n'est pas une forme de péché ? Je vais parler crûment, mais autrement dit, fêter Noël juste pour le plaisir de s'empiffrer et de recevoir le chèque de mamie en oubliant le message premier de Noël. De quel œil vous voyez ça, vous, mon père ? Si vous voulez, forcément, en tant que chrétien et en tant que prêtre, j'aimerais que le message le plus profond de Noël, celui que j'ai rappelé, c'est-à-dire que cet enfant qui est né, c'est le Christ, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu qui se fait enfant pour nous, j'aimerais que ce soit ça qui soit célébré. Alors évidemment, quand c'est détourné uniquement, j'allais dire dans un sens matérialiste, de profit, sachant qu'en plus au milieu de tout ça, on sait très bien, il y a des milliers, des millions de gens à travers cette planète qui n'auront même pas de quoi fêter Noël, qui crèvent de faim, qui sont dans des pays en guerre. Alors si c'est juste, comme vous disiez, pour reprendre vos mots, pour s'empiffrer, pour être dans le matérialisme, en fait moi ça m'attriste dans le sens où je suis triste pour les gens qui vivraient Noël comme ça. Quelle déception. Si je peux vivre Noël en le rattachant à sa vraie nature, c'est-à-dire cet accueil d'un enfant, de l'innocence, ce sens du don, et que chrétien ou non d'ailleurs, croyant ou non, pratiquant ou non, je me dis mais Noël c'est aussi l'occasion de poser des actes. Vous savez, beaucoup de grandes associations profitent justement de ces fêtes de fin d'année pour lancer des appels aux dons. Là je crois que là on redonne du sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fêter Noël, mais ça veut dire qu'on va trouver quand même une place pour le partage, pour le don, pour ouvrir son cœur aux autres. Vous savez, parfois c'est simplement peut-être un sourire échangé avec une caissière au supermarché qui est totalement prise dans son travail et à qui vous allez apporter un peu d'humanité. Vous savez, ça commence à
à très peu de choses, le don. Hein. Eh oui, bien sûr. Et alors, donc, s'il y avait un message, un seul, en une phrase qu'on pourrait adresser aux chrétiens et même aux non-chrétiens ce soir. D'abord, j'ai envie de dire pour tous ceux qui nous regardent ici en direct à Monaco, nous sommes le 24, allez fêter Noël dans vos églises, il y a une quarantaine de messes qui sont célébrées entre ce soir et demain matin le 25 en principauté, et même si vous n'êtes pas trop pratiquant, allez retrouver cet esprit de Noël, entendre cette joyeuse nouvelle, le Christ est né, et pour tous ceux qui ne se sentent vraiment pas du tout chrétiens, laissez au moins résonner ce qui résonne depuis des siècles, cette chanson, ce cantique des anges dans la nuit de Noël, bonheur pour les hommes de bonne volonté, paix à tous les hommes de bonne volonté. Merci beaucoup mon père, l'abbé Christian Venard, délégué épiscopal à la communication du diocèse, d'avoir répondu à nos quelques questions en ce soir de réveillon, et l'on vous souhaite un joyeux Noël, en tout cas demain ou plus tard. Merci à vous. Eh bien, je vous souhaite aussi un très saint et très joyeux Noël. Merci mon père, l'abbé Christian Venard. Pour profiter de la magie de Noël et pour que la soirée ne tourne au drame, en cette période de fête de fin d'année, la sensibilisation à l'alcool est de rigueur. Dans notre édition d'hier, nous avons suivi le nouveau dispositif de contrôle de police mis en place par la Sûreté publique monégasque. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la prévention avec l'association Be Safe Monaco, engagée dans la lutte contre les dangers de l'alcool au volant. Le reportage d'Alexandra Pani, accompagné d'Alexandra Paolini. Si je bois, je ne conduis pas. La nouvelle campagne de prévention réalisée par le gouvernement monégasque a souhaité transmettre un message concis et clair pour ces fêtes de fin d'année. L'association Be Safe était associée à cette campagne et continue de diffuser ces messages de prévention en principauté. Il faut profiter bien évidemment, comme chaque année on le répète, mais avec modération. Non seulement avec modération dans la boisson, mais aussi avec modération pour soi et surtout pour les autres quand on prend le volant et pour soi aussi, pour éviter tout accident et tout débordement, on va dire. L'association monégasque a donc décidé de renouveler ses opérations de navette sur l'ensemble de ses vacances scolaires. Un dispositif qui sera doublé pour le 25 et le 31 décembre. L'année dernière, ça s'est relativement bien passé, donc on a décidé de renforcer la navette qui était d'habitude seule les week-ends durant de septembre à juin, qui est toute seule de 1h à 5h du matin. On a décidé de la renforcer par notre deuxième navette qui a été un don aussi, donc pour nous c'est l'occasion de mettre les deux navettes à disposition pour tous les usagers à Monaco. Et ça a plutôt bien marché puisqu'en une soirée nous avons ramené plus de 257 personnes. Donc on se dit que c'est 257 vies sauvées, donc c'est ça aussi pour nous qui est super important. Et de minuit à 5h, vous pouvez appeler directement l'une des deux navettes. Normalement on va faire le même système que pour le Nouvel An, on va faire le même système que pour l'été. Il y aura une navette qui sera dédiée qu'à Monaco intramuros et une navette qui sera dédiée à Monaco et communes limitrophes. Ça limite beaucoup plus les trajets et c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez appeler le numéro Be Safe et ceux qui ne l'ont pas encore dans son téléphone, il faut absolument l'avoir. C'est un des téléphones les plus importants à avoir, surtout quand on sort. Une navette disponible pour tous, sans limite d'âge, totalement gratuite. Et si vous souhaitez soutenir les opérations Be Safe, vous pouvez faire un don à l'association. Des dons possibles également grâce à l'application Carlo. Et le numéro à contacter, on le rappelle, est le 06 40 62 76 24. Les sports et en basket, le dernier match de l'année civile. En Betclic Elite, Monaco en leader s'est imposé hier soir à Cholet, 95-72 lors de cette 13e journée de championnat de France, après un très gros travail défensif dès les premières minutes. Prochain rendez-vous pour la Roca Team, c'est l'Euroleague, avec la réception dans 2 jours d'un des clubs les plus titrés d'Europe, le Real Madrid. Match à 19h30, vendredi soir, salle Gaston Médecin. La culture est l'un des spectacles très attendus de cette fin d'année au Grimaldi Forum avec Ma Bayadère, une création concoctée, peaufinée par Jean-Christophe Maillot. Pour Monaco Info, José Sacré s'est glissé dans les coulisses des dernières répétitions. À 4 jours de la création de Ma Bayadère, le nouveau ballet grand format de Jean-Christophe Maillot, petite incursion salle des princes du Grimaldi Forum, où se déroule l'une des dernières répétitions du spectacle avant la générale du 26 décembre. Artistes danseurs, techniciens, musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, tous concentrés sous l'œil attentif du chorégraphe, soucieux du moindre détail et toujours à la recherche de la perfection. À 4 jours de la première, qu'est-ce qui reste à faire ?
Alors il reste à peaufiner, à prendre ce que je disais, à prendre du recul. C'est-à-dire que quand on est vraiment la tête dans le guidon depuis le début, on a du mal à voir. Donc là, c'est le moment où tout le monde vient un peu faire son commentaire en disant « je pense que tu devrais faire ça, peut-être ça, c'est pas clair ». Donc il y a une espèce de confusion comme ça un peu complexe où il faut passer tout ça au tamis, faire le tri, faire attention de ne pas faire trop de compromis non plus, parce que souvent quand on fait des compromis, on fait plaisir à l'un et à l'autre et on fait plaisir à personne. Donc être capable à la fois d'avoir de la distance sur ce qu'on a fait et puis de bien l'assumer et d'être à peu près certain. Je sais que moi, en général, quand même, cependant, toujours les créations, je les retravaille un peu après, voire des fois beaucoup. Mais voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit pour le moment. Mabayadère de Jean-Christophe Maillot par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo avec l'Orchestre Symphonique de Monte-Carlo sous la direction de Gareth Kist sera à l'affiche de la Salle des Princes du Grimaldi Forum du 27 décembre au 4 janvier. Et notez-le bien, vous retrouverez un magazine inédit consacré à cette création le 30 décembre prochain à 21h sur Monaco Info. Au musée sonographique, des vacances scolaires toujours ludiques, immersives et engagées. L'exposition Méditerranée 2050 poursuit son succès et s'accompagne d'un programme enrichi autour de la Grande Bleue. Voici le reportage de Christina Petit-Tomel, accompagnée d'Arnaud Imbert. Sur plus de 1000 mètres carrés, les visiteurs voyagent du passé vers un futur idéal porté par une scénographie immersive. Point d'orgue du parcours, une plongée dans une Méditerranée régénérée à bord d'un submersible futuriste. Tortues, orcales, mérous ou encore dauphins défilent dans une projection monumentale au cœur du sanctuaire Pélagos. Un succès pour le musée puisque l'exposition Méditerranée 2050 vient de franchir le cap symbolique du demi-million de visiteurs. C'est une grande joie déjà de pouvoir compter sur un demi-million de visiteurs en quelques mois d'exploitation de Méditerranée 2050. C'est dû peut-être à un sujet qui touche les visiteurs, qui sont préoccupés par l'avenir de la Méditerranée et qui ont envie d'agir. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent à l'issue de leur visite de l'exposition, envie de s'engager aux côtés de l'Institut océanographique en faveur des aires marines protégées, en faveur de la biodiversité de Méditerranée. Ils apprécient nos dispositifs immersifs. Le dialogue aussi qu'on fait porter entre ce qu'a fait le prince Albert Ier, ses campagnes océanographiques de la fin du 19e, début du 20e siècle, et ce qu'on comprend aujourd'hui de la Méditerranée, ce qu'on donne à voir de la Méditerranée, et ce qu'on peut proposer comme solution pour la préserver et la conserver pour les générations futures. Parmi les animations inédites proposées pour les vacances, une exploration virtuelle d'une aire marine protégée qui permet de plonger librement sans masque ni tuba jusqu'à 45 mètres de profondeur. Autre nouveauté, le bassin Jean Jaubert et son récif corallien historique à découvrir à l'aquarium, ainsi qu'un dispositif mêlant images d'archives et images contemporaines retraçant un siècle d'histoire océanographique dans la salle de conférence. Un programme donc riche, pensé pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes. Et pour aller plus loin, le musée propose aussi l'occasion de faire un beau geste de Noël, parrainer un poisson, une opération mise en place par l'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco, qui permet de soutenir la protection des espèces marines tout en offrant un cadeau original. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité de devenir une sorte d'ambassadeur d'une des espèces emblématiques de l'aquarium du musée. Par exemple, le requin roussette, le poisson clown, la méduse, le ptérapogon qui est un magnifique poisson exotique, l'hippocampe également. Et en fait, en faisant cela, vous allez contribuer également à faire vivre l'association des Amis du musée et à participer à certaines actions que l'on mène. L'association des Amis du musée, elle sert à faire vivre en fait le musée, la communauté locale, pour tous ceux pour qui le musée fait partie de leur cadre de vie et est cher à leur cœur. L'association leur permet de participer à des colloques, à des expositions, également parfois à des nettoyages de plages, à des temps forts qu'on organise l'été ou l'hiver. Mais plus concrètement, l'association des Amis du musée va financer des opérations comme la restauration du patrimoine, de livres anciens qui appartiennent au musée, du matériel pour les soigneurs de l'aquarium, ou encore la possibilité pour des enfants accompagnés par des associations de pouvoir être accueillis ici à Monaco et au musée, de découvrir notre belle principauté et également tout ce qui se passe à l'aquarium.
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site de l'Association des Amis du Musée Océanographique de Monaco et de choisir l'espèce que l'on souhaite parrainer. À partir de 50 €, cette initiative offre en plus un avantage de taille, un accès illimité au musée océanographique pendant 1 an, valable pour un adulte et un enfant. Pour la toute première fois, la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a lancé une journée spéciale de formation à l'histoire de Monaco. Une formation qui s'adresse aux professeurs de la principauté, qu'ils soient enseignants en histoire, mais aussi en français, en sciences économiques ou dans d'autres disciplines. Elle permet ainsi aux nouveaux arrivants et même aux professeurs aguerris de reprendre les bases de l'histoire du Rocher pour mieux la transmettre à leur tour à leurs élèves. Reportage signé Théo Schumer et Alexandra Paolini au lycée Régnier 3. 30 enseignants de tous les établissements ont répondu présents au lycée Régnier 3 à l'appel de la DENJS pour sa toute première formation à l'histoire de Monaco. Elle n'est pas obligatoire, mais l'enseignement de cette histoire, lui, si, de la primaire au lycée. C'est pourquoi former les nouveaux professeurs ou s'offrir une piqûre de rappel n'est pas une mauvaise idée. Donc l'idée et le contexte de cette formation est de permettre aux nouveaux enseignants de connaître, de découvrir peut-être cette discipline et cette matière qui est nouvelle, et aux enseignants plus chevronnés peut-être de renouveler leur pratique en faisant le point sur le contenu et aussi sur les ressources. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir et d'être à la fois de rappeler le côté important, obligatoire de la formation de l'histoire de Monaco pour les élèves, bien évidemment, mais aussi le plaisir que l'on peut prendre à enseigner cette matière qui permet un certain nombre d'ouvertures culturelles extrêmement riches. La conférence est organisée en 2 temps. D'abord la théorie le matin avec les spécialistes du sujet, le triumvirat d'archivistes Thomas Fouilleron, Vincent Vatrican et Michael Bloch, venus apporter les sources scientifiques de l'histoire de Monaco. Puis dans un second temps, l'après-midi, la mise en pratique avec des études de cas présentées par les professeurs et historiens Stéphane Lamotte, Gérard Inaudy et Meryl Fouilleron. L'idée étant en seulement une journée de permettre aux enseignants de repartir avec des ressources concrètes qu'ils pourront ainsi retransmettre à leurs élèves dans leurs enseignements respectifs. Effectivement, ça va être assez complexe de retracer toute l'histoire de la principauté qui est millénaire. Néanmoins, on va aborder quelques thèmes. On va se focaliser donc sur le protectorat espagnol, ensuite sur 2 figures féminines du XVIIIe siècle. Et enfin, on abordera alors à la fois le prince Albert Ier et sous l'angle des peintures réalisées par Louis Tiner, donc un peintre qui l'a accompagné dans le cadre de ses explorations. Et on abordera enfin la statuaire en fait, qui est relative aux 2 conflits mondiaux, que ce soit la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à Monaco, effectivement, bien que ce soit un État qui était neutre, en fait, on retrouve des monuments qui rappellent en fait que des résidents et aussi des monégasques sont tombés dans le cadre des 2 conflits mondiaux. La conférence s'intéresse aussi au rôle joué par Monaco au niveau international en tant que membre permanent de l'ONU ou au niveau européen, qui plus est avec la présidence du comité des ministres que la principauté prendra en 2026 au Conseil de l'Europe. L'objectif est donc de montrer simplement comment Monaco, petit État d'Europe, a joué et continue de jouer aujourd'hui un grand rôle à toutes les périodes de l'histoire. Mais c'est aussi de savoir comment l'histoire non seulement nous permet de comprendre le passé, mais le présent. Et il y a beaucoup de... Moi, je suis très sensible à ce qui est l'approche, c'est-à-dire les transversalités. Il y a des profs d'histoire géo, bien sûr. Il y a des profs de monégasque, il y a des profs de lettres, il y a des profs de français. Et donc, c'est tout à fait nouveau et c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir des passerelles. Cette formation à l'histoire de Monaco est une première et sera évidemment appelée à se renouveler, même dans d'autres thématiques, afin d'améliorer encore davantage la qualité de l'éducation en principauté. Et avant de terminer ce journal, coup de projecteur sur votre programme de fête sur Monaco Info. Ce soir, 21h, le gala du 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo 2025. Demain matin, à 10h30, vous pourrez vivre en direct la messe de Noël. Et puis le soir, à 21h, ce qu'il faut retenir de l'année écoulée, grande rétrospective 2025 présentée par Yann Anthony Nogues. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures, en compagnie d'Alexandra Pani, comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les meilleurs clichés réalisés par nos photographes de la direction de la communication pendant cette année. Et ce soir, notre curseur se positionne sur le mois de juin 2025. On se retrouve demain, jour de Noël. Bon réveillon à toutes et à tous. Rendez-vous donc demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à vous. En ce jour de Noël, le temps restera incertain, un ciel couvert avec quelques rares éclaircies et toujours un risque de précipitation au cours de la journée. Les températures seront situées entre 10 et 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8 h et se couchera à 17 h. Nous fêterons les Noël et les Emmanuel en ce 25 décembre. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.